Les travaux de la station de traitement de Yopougon continuent pour fournir de l'eau potable aux Ivoiriens. Les familles à faible revenu ne paieront que 20 000 francs CFA au lieu de 85 000 francs pour le raccordement au réseau électrique. Et puis au Cameroun, les commerçants chinois en grève contre l'insécurité. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Sachez que le Premier ministre haïtien est en Côte d'Ivoire depuis hier. C'est la première visite de Laurent Salvador Lamotte en Afrique depuis sa nomination. Cette visite va offrir l'opportunité au gouvernement ivoirien et haïtien d'approfondir leurs liens de coopération et d'amitié dans plusieurs domaines. Haïti veut aussi s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'agriculture. Par ailleurs, il a remercié le Premier ministre haïtien, le peuple ivoirien, pour le soutien apporté à son peuple lors du séisme dévastateur qui a fait plus de 300 000 victimes en janvier 2010. L'opération branchements sociaux a été lancée à Abobo. Elle va permettre aux familles à faible revenu de se raccorder au réseau électrique de la CIE. Une initiative de la Banque mondiale et de l'Union européenne qui préfinance le raccordement. Les usagers paieront par tranche sur 26 mois les frais de raccordement au réseau électrique. Michel Digré nous en parle. Avoir un compteur de la CIE pour soi demeure un luxe dans certains quartiers de la commune d'Abobo. Ceux qui en disposent revendent le courant à leurs voisins, une situation qui a un impact négatif sur la qualité de l'électricité. Le courant qui est dans la maison, le courant est faible. Parce que quand le courant est faible, ça ne peut pas jouer la musique et puis l'électrique. Pour permettre aux familles à faible revenu de se raccorder au réseau électrique, la Banque mondiale et l'Union européenne initient une opération de préfinancement. La banque met en place un fonds qui servira à préfinancer des frais de raccordement au réseau, de telle sorte que les citoyens les plus démunis ne soient pas privés de courant. Autre avantage de ce mécanisme, il permet de sécuriser et de légaliser les branchements des foyers longtemps livrés au bon vouloir de revendeurs anarchiques d'électricité. L'État donc préfinance l'abonnement de sorte qu'avec la somme de 20 000 francs, votre compteur est posé là où il fallait une somme de 70 000 francs. En retour, le demandeur rembourse l'avance que lui aura consenti le fonds en 13 bimestres maximum à raison de 5 000 francs par bimestre en moyenne. Ce mécanisme de raccordement au réseau électrique a permis à plusieurs foyers de passer de l'obscurité à la lumière. Moi, j'ai déménagé dans le quartier, il n'y avait pas d'électricité. Bon, on allumait la bougie, voilà même le reste des bougies là. J'ai fait sortir aujourd'hui. J'étais parmi les premières personnes qui sont parties se faire abonner. Donc j'ai payé les 20 000 francs. Quand j'ai payé les 20 000 francs, en tout cas pour moi c'est un cadeau. Plus de 40 000 foyers du district d'Abidjan bénéficieront de ce programme. Ici, l'on s'offre déjà le luxe d'installer un split, pourvu que la facture ne donne pas froid dans le dos. Offrir de l'eau potable à tous les Ivoiriens par l'assainissement des installations, une préoccupation du gouvernement. La station de traitement d'eau potable de Yopougon est en chantier afin de relever ce défi. Le ministre des Infrastructures, Patrick Hachi, était sur le site pour s'assurer que l'ouvrage sera livré en fin d'année. Aucune commune n'échappe à ce jour aux coupures récurrentes d'eau dans le district d'Abidjan. Les populations continuent de parcourir des kilomètres à la recherche du liquide précieux. S'il y a problème d'eau, on n'arrive pas à trouver de l'eau. Donc je suis allé chercher mon eau et me vais à la maison. Le gouvernement ivoirien multiplie les investissements pour accroître la capacité de production de l'eau, pour s'assurer des avancées des travaux de la station de traitement d'eau potable à Yopougon. Le ministre Patrick Hachi s'est rendu sur le site. Un ouvrage qui devrait à terme contribuer à atténuer les pénuries d'eau dans le district d'Abidjan. Nous allons construire une station neuve qui va nous permettre de produire 44 000 m3 jour d'eau potable en plus de la production actuelle. Donc nous sommes venus aujourd'hui nous assurer que chacun des lots de ces chantiers-là était suffisamment avancé et que la date que nous avons donnée de mise en service pour les populations de décembre 2013 serait tenue. Pour ce qui concerne le gros œuvre, tout ce qui est ouvrage génie civil,
Je pense qu'on a un taux d'avancement aux alentours de 95%. On a commencé les équipements, on doit tourner aux alentours de 30-40%. Donc les délais qui ont été avancés donc, par monsieur le ministre sont des délais qui sont tenables. Le gouvernement ivoirien a annoncé récemment la mise en place d'un plan d'urgence de 48 milliards de francs CFA pour juguler les problèmes d'eau et d'électricité. 18 milliards seront affectés au secteur de l'eau. Le SNEPSI, le bureau exécutif national du syndicat de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, a tenu un point de presse. Il était question du règlement des arriérés de 50% de leur salaire. Le SNEPSI a par ailleurs remercié le gouvernement concernant le paiement de la première tranche de leur arriérés de salaire. Juliette Ouéa nous en dit plus. Le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire fait le point des discussions avec le gouvernement, représenté par les ministres de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Rappelant que les préoccupations du SNEPSI portaient sur 3 points, les acquis de la grève observés les 19 et 20 novembre dernier, l'état d'exécution du protocole d'accord signé avec le gouvernement et les propositions du SNEPSI. Le secrétaire général Paul Nielou a saisi l'occasion pour dire merci au gouvernement pour le règlement des indemnités et bonifications indiciaires des instituteurs. Le SNEPSI a également exhorté le gouvernement ivoirien à continuer à aider les enseignants du primaire. La lutte continue pour les points suivants. Les 60 points restants de la bonification et du reclassement, soit 25%, nous demandons au gouvernement de faire un effort supplémentaire pour son exécution d'ici fin juillet 2013. Nous demandons également que les arriérés de l'indemnité de logement, de la bonification indiciaire des instituteurs et du reclassement, des conseillers pédagogiques du préscolaire et du primaire soient payés 50% fin janvier 2014, 50% fin juillet 2014. On le constate, le dialogue social entre le gouvernement et le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire porte ses fruits. Redorer le blason des écoles primaires par la formation à distance des instituteurs, une préoccupation partagée par le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires. Le renforcement des capacités va durer 2 jours. Former les instituteurs pour un meilleur rendement scolaire des apprenants. Ce renforcement des capacités se fera à distance afin que les enseignants des zones rurales puissent en bénéficier. Si le livre il ne change pas, la méthodologie que j'utilise, elle est adaptée au livre que j'ai. C'est lorsque les contenus seront nouveaux. À ces contenus nouveaux, il faut une pédagogie nouvelle. En ce moment-là, je pourrais mieux apprécier. C'est de trouver la méthodologie, la meilleure formule pour former les enseignants à distance. Ça veut dire quoi? Que l'enseignant peut rester chez lui et puis se former. La formation continue, un levier en matière de qualité et d'équité, va permettre d'actualiser les connaissances des enseignants. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM, l'AIF et l'OIF conjuguent leurs efforts pour réussir ce pari. Avec cette formation, les instituteurs pourront accéder aux informations sur la culture, un apport indispensable à l'enseignement. Après analyse des besoins des participants, il sera question d'insuffler une nouvelle dynamique aux écoles primaires ivoiriennes. Parlons santé. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été célébrée le 24 mars dernier. Au cours de cette journée, Raymond Goudou, la ministre de la Santé, a invité la population à œuvrer pour éradiquer ce fléau. Le reportage de Grace Kando, commenté par Hamza Diaby. À l'hôpital général d'Anyama, pas de politique véritable pour la prise en charge des malades de la tuberculose. Les patients sont à cheval entre les communes d'Abobo et d'Anyama. Résultat, le taux de dépistage des malades de la tuberculose à Anyama est faible. Quand ces malades-là arrivent, on a une seule salle. C'est dans cette salle où nous faisons le prélèvement de crachat. Et comme il n'y a pas de microscope et puis de lame pour pouvoir faire la lecture, ils prennent ce crachat et ils acheminent sur Abobo, qui est le plus proche, pour pouvoir faire maintenant la détection de BK dans les crachats. Et ces malades reviennent encore avec leurs résultats. Maintenant, au niveau d'Anyama,
pour leur dispenser, pour leur donner les comprimés et les médicaments antituberculeux. Après la commémoration officielle de la journée de lutte contre la tuberculose le 24 mars dernier à Tumodi, une autre commémoration, mais cette fois dans la cité de la Kola, à Anyama. À cette occasion, Mme Goudoko Firemonde, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, a invité la population à agir pour l'avènement d'un monde débarrassé de la tuberculose. La tuberculose ne doit pas venir de moi. Donc j'ai le devoir, moi, individu, de faire en sorte que si j'ai la maladie, je ne la propage pas à mon voisin. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Halte, d'accord, mais qu'est-ce que je fais, moi, pour éviter de contaminer mon voisin? Qu'est-ce que je fais, moi, père de famille, mère de famille, atteinte de tuberculose, pour éviter de contaminer mes enfants? Je pense que nous devons essayer de mettre une option sur cet aspect-là. Les signes majeurs de la tuberculose sont entre autres une toux persistante, une perte de poids involontaire, des sueurs nocturnes. Toute personne présentant ces signes doit se rendre à l'hôpital pour se faire dépister. Motiver les travailleurs par l'harmonisation des sursalaires, un sujet qui a retenu l'attention de quelques étudiants en ressources humaines. Le sursalaire est appliqué dans les entreprises privées et fixé par l'employeur. Son harmonisation est perçue diversement par les travailleurs et les étudiants. L'ouvrier mérite son salaire, a-t-on coutume de dire. Le salaire est la rémunération d'une tâche accomplie. Alors, qu'est-ce que le sursalaire ? Doit-on harmoniser le sursalaire? C'est pour répondre à ces interrogations que des étudiants en ressources humaines participent à un séminaire de renforcement des aptitudes. Un salarié qui vient se pose pour sa première année, normalement il ne doit pas avoir les mêmes avantages que celui qui est là et qui effectue un très bon travail. Le sursalaire, c'est le salaire que l'employeur donne à l'employé au-delà de son salaire catégoriel. Et ce sont les deux, le salaire catégoriel et le sursalaire, qui font le salaire de base. L'intérêt de son harmonisation, c'est de motiver les employés durablement. Je suis d'accord pour l'harmonisation. Quelqu'un qui est dans la catégorie A, par exemple, et qui a une année d'expérience, et quelqu'un qui est dans la même catégorie et qui a 15 ans, 20 années d'expérience, et qui n'ont pas les mêmes responsabilités, alors au niveau de l'harmonisation, on ne peut pas tenir compte de l'ancienneté. Par exemple, on tient compte des responsabilités que ces personnes ont. Le capital humain doit être encouragé à travers le sursalaire et le salaire catégoriel, et quand cela n'est pas respecté par l'entreprise, s'ensuit une démotivation des travailleurs. En culture, Afriki Mousso, le festival multiculturel de promotion de la femme africaine, a ouvert ses portes hier. L'idée est d'amener les femmes à s'investir davantage dans le développement de leur pays. Aimé Kwadio pour en savoir plus. L'esplanade du Palais de la Culture de Treichville, transformée en un espace culturel et en une foire commerciale pour 3 jours. Des potières de Katioula, des pailles baoulé, Yakuba, des produits céréaliers venus du Burkina, du Bénin et du Mali. Tout le savoir-faire féminin exposé à l'ouverture du festival de promotion de la femme africaine dénommé Afriki Mousso. J'essaie de valoriser le pain traditionnel ivoirien en exposant pour permettre à la femme africaine de savoir qu'on peut faire beaucoup de choses avec le pain traditionnel. Des sacs, des chapeaux et divers articles fabriqués par des femmes burkinabées à partir de sachets recyclés sont à l'exposition. Une originalité. Les sachets noirs jetés dans la rue que notre association collective ramasse et il fait des objets utilitaires. On fait en tout cas plus de 60 objets qu'on fait avec ces sachets plastiques. Des articles qui ne laissent pas indifférents les visiteurs. Afriki Mousso est un espace d'expression multiculturelle, une œuvre du Palais de la Culture. Il faut que les femmes puissent avoir leur place, qu'on puisse donner la dignité de la femme. Et c'est pour cela que nous nous inscrivons dans ce programme pour que toutes les femmes puissent mettre en valeur ce qu'elles ont de mieux, ce qu'elles ont de meilleur. Plus de 25 000 femmes sont attendues à ce festival. À l'agenda d'Afriki Mousso figurent plusieurs activités. Des conférences débats sur l'égalité des chances, hommes-femmes, dans l'éducation et l'emploi et sur les mutilations génitales féminines. Des dédicaces de livres, des défilés de mode, des spectacles de musique de voix féminine de la sous-région également au rendez-vous. Et puis au Cameroun, les commerçants chinois sont en colère. Ils dénoncent les abus fiscaux et douaniers. Ils baissent donc un rideau pour manifester leur mécontentement. Rideau baissé,
Devanture cadenassée. À Douala, l'opération boutique fermée, lancée lundi par les commerçants chinois, est très suivie. Une communauté meurtrie. Depuis quelques mois, une série d'attaques a coûté la vie à plusieurs ressortissants chinois. Ils sont nombreux, comme cette dame, à se sentir pris pour cible. Depuis le mois de juin, juillet, août 2012, il y a 6 assassinats. Il y a plus de 30 cas de braquage. Même moi-même, j'étais braquée. On arrachait le sac. Exaspérés et inquiets, les Chinois interpellent le gouvernement. Ils demandent que les auteurs de ces crimes soient arrêtés et jugés. Ils réclament des mesures pour assurer leur sécurité. Des commerçants chinois jalousés, pas toujours appréciés des Camerounais. Ces attaques ciblées ne semblent d'ailleurs pas émouvoir les revendeurs qui s'alimentent chez les grossistes chinois. Des petits marchands essentiellement préoccupés par l'état de leur stock. Nous ne sommes pas encore affectés, vous voyez. Mais si ça persiste, peut-être d'ici 2 semaines, ça va nous pénaliser parce qu'on pourrait déjà épuiser le stock. Si ça persiste, ça serait difficile pour nous et pour tout le Cameroun, peut-être pour toute l'Afrique, parce que de par l'Afrique, beaucoup viennent ici se ravitailler. Les commerçants chinois sont formels. Pas question de reprendre le travail tant qu'ils n'auront pas obtenu les garanties qu'ils demandent. Depuis le début de leur mouvement, les autorités ont gardé le silence. Sollicitées, elles n'ont pas souhaité s'exprimer. Ce journal a été peaufiné par toute la rédaction de RTI2. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.